Merci Alexandra. On va faire cette présentation à deux. Donc, je suis le docteur David Masson, je suis psychiatre d'adulte. Je travaille sur Nancy, sur le centre universitaire de médiation cognitive et rétablissement qui s'appelle le CUR. Et je suis Sandrine Meyer, donc je suis médiatrice de santé père. J'étais assistante de direction toute ma vie. J'ai 50 ans, je reprends des études. J'étais médiatrice à un hôpital de jour en Alsace et j'ai fait le choix de venir sur Nancy pour travailler donc avec David et toute son équipe et reprendre des études de licence. Voilà. Mes enfants sont grands, donc je me consacre à cette nouvelle mission que j'aime. Donc, vaste sujet que la pérédance, on le voit avec la richesse de cet après-midi. Alors, on va essayer d'apporter notre petite touche en étant le plus concis possible. Il y aurait tellement à dire. Déjà, pour partir sur la base, finalement, pourquoi s'être intéressé à la pérédance J'en ai entendu personnellement pour la première fois parler en 2012. Donc, ça faisait 4 ans que j'étais diplômé. Jusque-là, j'avais surtout entendu parler des alcooliques anonymes, des patients experts, mais c'est quelque chose qui restait relativement éloigné et sur lequel je n'avais pas vraiment été confronté jusque-là. De ce fait-là, la pérédance, quand je commençais à entendre parler, j'étais assez perplexe finalement. Je me demandais qu'est-ce que c'était que ce concept, finalement, ou dans les documents que j'avais pu voir, on parlait de malades bien soignés, qui avaient construit son savoir expérientiel et qui pouvaient montrer aux autres, à ses pairs, qu'est-ce qui était bien pour lui, qu'est-ce qui n'était pas bien pour lui. Donc, ça amenait du fait de cette-là énormément de questions. Finalement, déjà, comment on définit le bien soigné? Est-ce que c'est ce qu'on soigne bien, ce qu'on soigne mal? Quels sont les critères, etc. Donc, ça quand même renvoie des questions pratiques extrêmement importantes. Qu'est-ce que le savoir? Et puis, même des questions que je me suis posées à cette époque-là, mais que beaucoup de professionnels partagent encore aujourd'hui, je pense, et qu'il faut prendre en compte, c'est finalement le savoir, est-ce que ce n'est pas une compétence de professionnels, du fait de leurs études et de leur expérience? Alors, je me suis posé la question aussi, comment on apporte les éléments de réponse à tout ça? Déjà, c'est peut-être de revenir aussi sur les définitions, notamment déjà le savoir. Qu'est-ce que c'est le savoir? Sans revenir sur les éléments bien concrets qu'a présenté Emmanuel, si on devait synthétiser, finalement, le savoir, c'est l'ensemble des connaissances que nous avons, mais également la manière de nous en servir, de l'utiliser. Moi, je peux parler de mon savoir expérientiel en médecine. En médecine, on l'obtient par l'apprentissage. En médecine, on a donc 10 ans d'études entre le début et 4 ans de spécialisation en psychiatrie. Et puis, ce savoir médical, on va progressivement l'enrichir avec l'observation clinique, les rencontres avec les patients, l'expérience dans la pratique de notre métier. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, selon l'avancée des données de la science, des recommandations, mais ça évolue aussi beaucoup en fonction de notre propre expérience de terrain, et puis aussi de propres croyances aussi, qui finalement, c'est un savoir extrêmement individuel. Ce qui m'intéressait dans la définition du savoir que je voulais donner tout à l'heure, c'est qu'elle met la lumière sur un point essentiel, il me semble, c'est la question de la manière d'utiliser ce savoir. Et le savoir médical, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'important que je dis aux étudiants, c'est que le savoir que l'on a, les structures, que ce soit le CMP, le centre de réhabilitation, etc., il n'est utile qu'à partir du moment où il sert les personnes qui pourraient en avoir besoin. Il n'est utile que s'il peut aider les personnes dans leur parcours de rétablissement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. On est là au service des personnes qui viennent nous voir et qui ont besoin de ça, et pas l'inverse. De ce fait-là, par rapport à la pérédance, il y a une image que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est que finalement, le rétablissement, qui est très singulier pour une personne, je trouve que c'est un peu comme un puzzle, mais qui n'a pas de coin, qui n'a pas de bord. Et en fait, chaque pièce pour le rétablissement, elle est unique, elle est utile et elle doit s'emboîter dans un sens donné. Et de le savoir d'un professionnel, d'un médecin par exemple, c'est une pièce de ce puzzle, mais qui est assez creux et qui a ses excroissances aussi. Alors des fois, la pièce, elle peut trouver sa place assez facilement, assez directement dans le puzzle du rétablissement de la personne, mais parfois, on en fait l'expérience, c'est plus difficile. Ça ne colle pas, on essaie de rentrer, mais ça ne fonctionne pas, ou c'est une manière artificielle, on essaie de coller, ça ne passe pas. Et je trouve que la pérédance, elle a un intérêt par rapport à ça, c'est qu'elle peut être la pièce de puzzle intermédiaire, le trait d'union entre deux pièces qui ne pourraient pas s'emboîter sans elle.
Et je trouve qu'on est souvent confronté à ça, en tout cas en tant que médecin, je peux être confronté à ça dans l'exercice, puisque il y a toujours la question en face, finalement, des personnes qui viennent nous rencontrer, quelle représentation elles ont de notre métier, quelle représentation elles ont des traitements généraux qu'on peut proposer, également de nos intentions, de la place de notre parole avec la confrontation des expériences. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'expériences et de parcours compliqués, et c'est tout à fait légitime de se poser des questions lorsqu'on rencontre un professionnel sur ces aspects-là. De ce fait-là, par rapport à la perspectivité que j'avais au départ, du fait des lectures, des retours d'expérience du CSOMS, c'est extrêmement intéressant, des témoignages aussi de MSP, que ce soit en France ou à l'étranger, sur l'expérience aussi sur d'autres centres de réhabilitation. En tout cas, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que la perplexité de départ, elle a laissé la place à la nécessité par rapport à l'accueil d'un MSP ou d'un père aidant professionnel dans notre unité. Et pour cela, je rejoins Nicolas par rapport à ça, c'est quelque chose qui ne se décide pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit se préparer. Pour nous, ça a été pendant plusieurs années, puisqu'on a ce projet depuis 2018. Ça doit se préparer avec les directions, évidemment, puisque c'est hors de question que ce soit juste une vitrine. C'est quelque chose qui doit être au service des personnes qui peuvent en avoir besoin à un moment donné de leur parcours. Ça a été aussi l'occasion de pouvoir travailler aussi avec l'équipe accueillante, parce que Sandrine va présenter après son parcours, mais elle travaille dans une équipe quand même qui a une philosophie basée sur rétablissement. Et pour autant, il ne faut pas se fixer uniquement à ça. Parce que dans le travail de préparation, on retrouve des interrogations. Des interrogations comme la place de la confusion des rôles, la question du secret professionnel, la question de comment agir s'il y a une rechute, les places dans les équipes, etc. C'est quelque chose à absolument pas négliger. C'est quelque chose à bien travailler en amont pour faciliter l'inclusion d'un nouveau professionnel, parce que Sandrine est une membre à part entière de l'équipe. C'est quelque chose d'absolument capital. Par rapport aux missions, il y en a tellement, je pourrais en parler longtemps, mais je vous en donne juste quelques exemples. Après, je vais laisser la parole à Sandrine. C'est déjà de pouvoir intervenir auprès des personnes concernées, faciliter l'accès aux soins, de donner de l'information grâce au savoir expérientiel, c'est essentiel. Au niveau de l'équipe, d'être un traducteur, un trait d'union. J'aime beaucoup cet aspect de trait d'union entre les personnes concernées et professionnelles. Donc, une place extrêmement importante, surtout sur un dispositif de réhabilitation où on a des soins finalement professionnels qui sont une technicité importante, un vocabulaire très spécifique, peu accessible. Et Sandrine, elle est là aussi pour nous dire, là, c'est trop compliqué, on ne comprend pas ce que vous voulez faire, à quoi ça sert, etc. Donc, l'intention, elle peut y être, et pour autant, la manière de communiquer, elle peut être extrêmement compliquée. Et je remercie Sandrine d'amener cet aspect-là. C'est aussi tout l'aspect de créativité, de la manière de pouvoir décliner des outils thérapeutiques. Et puis aussi tout l'aspect formation, promotion, on en parle beaucoup aujourd'hui. Moi, par exemple, on n'en a pas parlé pendant mes études, mais un des points extrêmement essentiels, c'est que ça puisse intégrer dans les études à la fois médicales, mais paramédicales aussi, à la fois sur le métier, de ce que ça peut apporter, qu'il y ait une diffusion autour aussi de cette nécessité de mieux connaître ses compétences professionnelles spécifiques, sans compter l'aspect promotion de la santé mentale et de travail de déstigmatisation. Je vais laisser la parole à Sandrine, qui va parler de sa propre expérience. Alors, merci pour cette écoute. Et pour moi, c'est une première. Je pense que c'est la première fois que je témoigne en fait de mon parcours, de mon histoire. Donc, c'est aussi avec beaucoup de bonheur que je souhaite le faire. Tout d'abord, je voulais dire que l'intégration au centre psychothérapie de Nancy a été formidable et que effectivement, c'est une vraie volonté de la direction d'intégrer des médiateurs de santé pair. Il y a un comité de pilotage tous les mois dédié aux médiateurs où la parole est entendue, où les problèmes sont abordés, où les concepts, tout ce qu'on peut apprendre au cours de cette formation de licence à Paris, c'est des thèmes qui sont partagés. Je dis effectivement ce dont on parle, sur quoi on est formé pour que tout soit transparent. Voilà. Donc, j'ai donc démarré cette formation et j'avais quelques appréhensions à devoir manier des concepts
puisque j'avais expérimenté pendant 1 an ce rôle de médiateur sans avoir de formation puisqu'il y avait le Covid. Donc, c'était une année très particulière. Et je me disais, avec cette formation, j'avais peur d'être formatée, j'avais peur de perdre un peu de mon identité, de ma spontanéité, même de mon langage, parce que quand on côtoie des soignants au quotidien, il y a le mimétisme qui se fait. Donc, j'avais peur de ne pas me différencier du soignant par rapport aux patients que j'accompagnais. L'expérience aujourd'hui me prouve que non, c'est un exercice difficile. Je pense que c'est le plus difficile, c'est de garder son identité au sein d'une équipe. Et ça m'a pris quelques mois. Donc, je le partage très souvent avec les médiateurs qui sont en place ou qui sont en formation avec moi. C'est vraiment de garder ce recul, de s'intégrer malgré tout dans l'équipe, mais de garder ce recul pour avoir... oui, on n'est pas soignant, on est médiateur, on n'est pas soignant. Voilà, on est là avec notre savoir qui nous est propre et légitime, mais on n'est pas soignant, on vient avec autre chose. Donc moi, mon parcours de santé, aussi étrange que ça puisse paraître, ni mes parents, ni mes frères et sœurs ne m'ont jamais questionné sur mes troubles psychiques. Et je n'ai jamais moi-même prononcé le mot de bipolaire. Peut-être parce que mes parents m'ont toujours connue ainsi avec mes émotions. Et que de mon côté, au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas les attrister en mettant une pathologie dessus. Je crois que l'essentiel, c'est que je sois rétablie aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup aidée, en revanche. Ils m'ont toujours connue atypique et je me suis toujours présentée atypique. Je n'ai jamais été stigmatisée pour la bonne et simple raison que j'ai été diagnostiquée il y a seulement 5 ans, donc à 45 ans, après un parcours de santé assez compliqué. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc, ça fait quelques semaines depuis qu'Alexandra m'a proposé, David m'a proposé de se joindre à lui pour réfléchir sur ces notions de savoir expérientiel. Alors que moi, en fait, ça fait 45 ans que je ne cesse d'en développer sans m'en rendre compte, de façon assez intuitive, évidente, parce qu'on est seul et qu'on, malgré le fait d'être entouré de sa famille et des soignants et de tous les professionnels de la Terre, on reste seul. Et il y a beaucoup de choses que les professionnels peuvent faire pour nous, mais il y a quand même une grande partie qu'on est obligé de faire soi-même. Voilà, ça, c'est une réalité. Et dans le mot expérience, il y a le mot épreuve, douleur. Donc, je voulais faire référence à une personne que j'ai écoutée récemment au sein du CCOMS, qui est sociologue, qui s'appelle Lise de Mailly et qui m'a beaucoup inspirée en donnant une définition du savoir expérientiel. Je m'y suis beaucoup retrouvée. C'est un savoir y faire qui se construit dans l'expérience de la maladie, moi je dirais de sa propre maladie, et des différents processus autour. Donc, on utilise le terme de déréliction, mais dans le fait d'être abandonné, d'être stigmatisé et de devoir négocier avec les institutions, de désaffiliation, de combat avec les autres et soi-même. Donc, cette définition m'a beaucoup plu, le fait de savoir y faire. Et en tant que médiateur, il y a cette idée-là derrière d'encourager les personnes à savoir y faire avec tout ce qui nous arrive dans la souffrance, dans la maladie, dans l'isolement et bien d'autres choses. Ensuite, j'ai voulu aborder l'étymologie du mot expérience, qui vient du latin éprouver, que l'on retrouve aussi dans le radical péril, danger. Ça se rattache aussi beaucoup à l'idée de traverser. Ça marque un passage aussi, aller au-delà, passer à travers, aller jusqu'au bout. En latin, c'est tenter, qui veut dire épreuve, puis risque et aussi danger. Donc, pour moi, l'idée d'expérience comme traversée, ça se sépare mal de celle de risque. Donc, l'expérience est au départ et sans doute une mise en danger. Aussi, pour arriver à ma propre définition du savoir expérientiel, je me rends compte que c'est peut-être prendre le risque
que ce que l'on expérimente peut amener à quelque chose de positif, mais aussi de négatif. Mais on tente pour se raccrocher à une vie plus en accord avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on est. La finalité est qu'on aille mieux. On expérimente donc des traitements, des professionnels, des relations, des ruptures, des activités, des loisirs, des lectures, des postures, une façon de marcher. Et pourquoi je dis une façon de marcher ? C'est parce que j'ai développé mes premiers savoirs au travers d'un handicap physique. Et je vais le développer parce qu'on parle de rétablissement, on parle beaucoup de rétablissement santé mentale, mais on ne parle pas du somatique, on ne parle pas du handicap physique. Et ce n'est pas tant le contenu du savoir expérientiel qui est important ou sa valeur, mais c'est plutôt ce que ça provoque en chacun de nous pour nous amener à une transformation de nous. Il n'y a pas un savoir supérieur à un autre, il n'y a pas une façon de faire meilleure qu'une autre. Il y a celle qui nous est propre et qui est adaptée à notre personnalité. Donc moi, j'ai développé des savoirs à différents niveaux, puisque très jeune, à l'âge de 4 ans, j'étais abonnée aux hôpitaux par rapport à une maladie chronique. Ensuite, j'ai eu des enfants. Premier épisode, première crise avec une grosse dépression postnatale à la naissance de mon fils. Donc, une dépression qui a duré 1 an. Je suis tombée enceinte, ce qui a caché un petit peu ma bipolarité. Et un petit peu plus tard, j'ai eu un cancer. Et avec une récidive 1 an plus tard. Et quand je me suis fait opérer de ce cancer, j'ai eu une hystérectomie. J'ai eu la malchance d'avoir un choc post-traumatique. J'ai fait un syndrome d'éloge à ma jambe droite qui m'a fait perdre un muscle de la jambe avec un handicap. Donc, je ne pouvais plus relever le pied. Voilà. Donc, c'était la double peine. Et enfin, la santé mentale qui en a découlé, puisque j'ai été mise sous morphine pendant 3 mois. Je n'ai pas eu de sevrage, je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait ma 3e décompensation. Et c'est là que mes troubles bipolaires ont vraiment été très, 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 très marqués. Donc, j'ai eu une errance. J'ai été prise en charge par un psychiatre. Et je n'ai jamais eu de diagnostic jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Je voulais comprendre ce qui se passait et surtout que je travaillais dans un SAMSA où on accompagnait les personnes, les adultes qui souffrent de troubles psychiatriques. Et j'étais secrétaire et tous les jours, je lisais les transmissions des uns des autres. Et là, je me redécouvrais, j'apprenais sur mes troubles. Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir mon psychiatre, je suis allée chercher mon diagnostic. Et ce diagnostic a beaucoup plus libéré le psychiatre que moi-même. Ça a libéré sa parole et l'alliance thérapeutique a pu se faire là et ça a été vraiment le début de mon rétablissement. Donc, pour résumer un peu le savoir expérientiel, il y a le savoir acquis en tant que patient, connaître un environnement hospitalier, comment faire avec l'hôpital, comment faire avec les professionnels, comment faire pour être écouté, comment faire pour ne pas être écrasé, savoir quand on doit parler, quand il faut parler, quand on peut parler, à qui s'adresser. Voilà, donc ça, c'est plutôt un savoir-y-faire avec l'institution. Bon, évidemment, le savoir expérientiel, c'est le savoir en tant que malade, donc les troubles psychiques, les symptômes, le handicap, l'espoir, le vécu de la souffrance, l'effet des médicaments, prendre la parole, qu'est-ce qui déclenche une crise, quoi faire, qui appeler, quelles relations je dois éviter, de qui je dois me rapprocher, fuir les gens toxiques. Enfin, on pourrait développer encore plein de choses. Et puis savoir acquis en tant que travailleur et citoyen. Pas oublier qu'on a des compétences et quelles sont les compétences qui procurent du plaisir. Voilà. Mais il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est l'amour, l'amitié, les rencontres, mon chien, qui m'en dit beaucoup sur mes humeurs et ma santé psychique.
il vomit. Quand il vomit, c'est que je ne vais pas bien. Ça a été un grand cadeau. Le logement pour s'y sentir bien avec soi-même. L'écriture qui m'a permis de faire des liens dans ma propre histoire. Mon rôle de maman, qu'on oublie beaucoup, parce que je me suis centrée sur ce dernier aspect pour ne pas sombrer après mon cancer. Je me suis investie dans ce rôle pour me reconstruire après une vie professionnelle qui pour moi était très très riche. Donc je suis une maman qui a réussi à faire grandir ses enfants, les tirer vers le haut malgré mes troubles psychiques, et ils en ont bavé aussi. J'aurais sans doute été une moins bonne mère, je pense, ou peut-être pas aussi attentive si je n'avais pas traversé toutes ces épreuves. Et je voulais développer ce savoir expérientiel autour du handicap physique, effectivement, parce que le jour où j'ai perdu cette fonction du releveur de pied, je ne pouvais plus mettre les chaussures que je portais avant. Je ne pouvais pas emprunter la paire de chaussures de ma voisine. Fallait simplement que je trouve ma paire de chaussures à moi pour que j'ai le moins mal possible. Pour moi, le savoir expérientiel, c'est ça. Et en ce sens, le médiateur, il est là aussi comme une invitation beaucoup à l'introspection, à une reconnaissance de soi, à une reconnexion à soi, explorer des choses qu'on s'interdit parce qu'on nous met une étiquette ou parce que la maladie fait qu'on a du mal à se réveiller. Et puis, la pratique de la méditation, alors qui m'a été... c'est vrai que les pères nous transmettent beaucoup de choses. L'essentiel, c'est d'échanger beaucoup, parce qu'un savoir n'est pas duplicable, à mon sens, sur une autre personne. C'est pas parce que ça marchait pour nous que ça marchera pour quelqu'un d'autre. En revanche, on peut encourager à faire un maximum d'expériences pour savoir ce qui est bon pour nous. Par chance, ça a marché pour moi. Moi, par exemple, la méditation, c'est un père aidant qui m'a invité à le faire, puisque ça l'avait aidé dans son sevrage par rapport à l'alcool. Et c'est là où je rejoins beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure. On dissocie très souvent le corps et l'esprit. Moi, en méditant, ça a vraiment consolidé mon rétablissement, mon corps et mon esprit. Et mon instructeur me disait d'éprouver ce qu'il y avait à éprouver à l'instant T pour ressentir ce qui est bon ou non pour mon corps. Et moi, je trouve que c'est fondamental dans le rétablissement de ressentir dans son corps. On ressent dans son corps ce qui est bon pour nous. On ressent dans nos relations aux autres quelles personnes sont bonnes pour nous ou pas. Je crois qu'il faut vraiment se faire confiance. Et c'est ce que m'a apporté donc la méditation qui m'a permis de me sevrer d'une part de l'alcool et d'autre part des anxiolytiques où j'étais effectivement fortement dosée. Donc, c'est le message que je fais passer aux personnes que j'accompagne, en fait, une invitation à explorer les possibles de chacun. Et être surtout connecté à soi. Alors, il y a une grande part d'espoir derrière tout ça. Donc, l'écriture, oui, m'a permis ce travail. Alors, il y a beaucoup de médiateurs qui écrivent. Et ça permet d'approfondir une connaissance sur soi et sur ce qui nous est arrivé. Donc, pour conclure, parce que j'ai été très longue, la venue au monde de mon enfant, de mes enfants, a été une découverte plus que bouleversante. Celle de l'amour inconditionnel que l'on porte à un être, mais aussi le début, pour moi, de mon instabilité émotionnelle, avec l'apparition brutale de mes troubles psychiques. Et puis, bon, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, j'ai divorcé, voilà, tout a été cassé comme beaucoup de personnes, je me rends compte. Et ce questionnement qui restera le fil rouge de mon rétablissement, pourquoi m'était-il impossible de me porter le même amour que celui que je porte à mes enfants? Et ça, c'est vraiment mon fil conducteur. Et j'ai passé ces 10 dernières années en me disant que je ne devais pas quitter la petite fille qui était en moi,
que je connais et que j'aime. Je sais qui je suis, je ne cessais de me répéter cette phrase-là. Alors oui, après un rétablissement, on n'est plus la même personne, on est transformé, mais au fond, on est toujours la même, avec un petit truc en plus. Et je vous invite à lire le livre de Jean-François Pelletier, le Québécois, son nouveau livre là, sur rétablir en santé mentale, où il parle du phénomène de réminiscence. Je ne connaissais pas du tout ce terme jusqu'à ce jour. Et parler de celle qu'on a été avant la maladie et la nécessité de se raccrocher à ce souvenir pour se retrouver un jour. Et c'est ce que je dis souvent dans mon métier de médiateur. Qui suis-je en dehors de la maladie? Et peut-être que, je ne sais pas si vous pourriez y trouver des réponses, et le médiateur se positionnerait comme une personne au travers de son vécu, d'encourager les patients à développer des savoirs qui accroît notre pouvoir d'agir pour amener à l'amour de soi et au rétablissement. Voilà. Donc, je travaille à Cure aujourd'hui, j'en suis vraiment heureuse. Le mot rétablissement, il est permanent. Et le grand défi est d'oser aller plus loin en proposant dans l'organisation de donner directement la parole aux usagers sur ses attentes dans son parcours de soins et aller peut-être à l'encontre de pratiques en place. Parler de rétablissement dans les établissements qui nous adressent des patients. Par exemple, quand on nous adresse une feuille de prescription, il y a des objectifs de médecins qui sont orientés en lien avec les troubles et les difficultés des personnes qui ont été constatées. Mais quels sont les réels besoins des patients? Est-ce qu'on ne pourrait pas leur mettre leur donner la parole? Je pense que c'est déjà leur accorder une importance et un pouvoir. Et puis insuffler l'espoir du rétablissement en prêchant la parole auprès des équipes de soignants pour que ce terme de rétablissement inonde un petit peu toutes les équipes qui sont peut-être aussi en souffrance, que l'espoir soit pas aussi propagé. Et un médiateur, c'est aussi quelqu'un qui va encourager la personne à oser prendre la parole face à des équipes qui n'y croient plus. Donc, moi, mon rôle, je l'axe beaucoup là-dessus. Je ne dis pas comment faire, j'ai dit oser faire. Ma manière de faire n'est pas la meilleure des manières, et je pense que les médiateurs iront peut-être aussi dans ce sens-là. On n'a pas une bonne manière de faire. On dit juste ayez un peu d'audace. On va vous accompagner, mais ayez l'audace de prendre la parole, parce qu'en prenant la parole, on avance un petit peu plus vite. Voilà. Donc, le bonheur est revenu dans ma vie. Puis, maman m'a juste dit un jour, mon Dieu, on te retrouve comme avant, le même visage, les expressions de ton adolescence, ton sourire. Que s'est-il passé? Explique-nous. Voilà, j'étais un peu long, mais